Pirey, devant 9h50 le matin, avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. On est très heureux de vous retrouver après ce week-end. Alors ce matin, nous recevrons le journaliste breton Benjamin Keltz, auteur d'ouvrages et de documentaires. Enseignant en journalisme, il est aussi fondateur des éditions du Coin de la Rue, auquel il vient de sortir un carnet de route qui raconte les Bretons. Son titre, J'ai rencontré la Bretagne, et celle dont il parle, c'est la vraie, pas celle des cartes postales. Elle en fera très loin des clichés ce matin, vous le verrez. Nous parlerons aussi de sexe sous l'angle numérique avec Stéphane Gramont et son invitée Christelle Lecoq, fondatrice de Startup. Elle participera à la Digital Tech du 30 novembre prochain à Rennes, autour du thème Digital Love. Tout un programme, vous verrez ça. Dans la rubrique aménagement d'intérieur, Aurélie Vérité, quant à elle, nous proposera une expérience interactive avec un casque de réalité virtuelle. Nous retrouverons également notre guide nature, Pierrick Gaveau, avec une idée de sortie originale, puisqu'il nous propose une vélo-promenade entre forêt et canal autour des forges de Lanoué dans le Morbihan. Et puis encore une surprise cette semaine du côté des musées des Beaux-Arts de Rennes, avec au cabinet de curiosité, eh bien une petite trouvaille. Encore le conservateur François Coulon nous présentera des paésines, qui sont des pierres à images en provenance d'Italie, qui ornaient de petits meubles. Sans oublier l'ami Billy, qu'on retrouvera à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Voilà, côté météo. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Qu'est-ce qui nous attend, dites-moi? Alors je sais pas trop quoi vous dire parce qu'il fera... Comment ça, vous savez pas? Mais non, il fera mi-beau, mi-moche. Alors à certains moments il fera beau, à certains moments il pleuvra. Il fera des températures à peu près moyennes, entre 9 et 13, vous voyez. Vous vous mouillez pas, quoi? Non, pas du tout. Je reste à l'abri. Eh ben vous avez bien raison. Eh ben vous restez avec nous surtout. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée de début de semaine. Bonjour sur le plateau. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Impeccable. Stéphane? Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue à tous. Vous venez de publier, Benjamin, aux éditions du Coin de la Rue, un ouvrage qui compile vos carnets de route à travers la Bretagne. Alors on verra qu'on est... c'est une sorte de petit puzzle en fait. On assemble de jolies histoires avec la Bretagne des vrais gens, comme on dit, c'est ça? Ouais. Même si ce titre, les vrais gens, ouais, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les rédactions pour parler des gens du quotidien. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des gens qui ne sont pas tous les 4 matins, justement, dans les journaux ou à la télé, ceux qui vivent un territoire. Et je pense que quand on veut raconter un territoire, le plus simple, c'est d'aller prendre son pouls en parlant avec les gens qui l'habitent. Exactement, ça parle beaucoup dans le contexte actuel, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va retrouver Billy à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec notre amie Jennifer. Comme d'habitude, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Donc nous sommes toujours ici au refuge de la SPA de la route de l'Orient et ce matin, il y a pas mal de vent. Hein. Oui. Alors là, on a une petite demoiselle qui s'appelle Irka. Irka. Bonjour mademoiselle, comment ça va? Elle est toute calme. Elle est un peu intimidée par tout ça. En noir et blanc, comme ça on dirait Geneviève de Fontenay un peu. Tu trouves pas? Alors raconte-nous un peu son histoire. C'est une chienne qui nous est arrivée de la Fourrière. Donc elle a 5 ans. Elle est extrêmement douce. C'est vraiment une chienne extrêmement adorable. Alors la seule chose qu'elle n'aime pas, c'est les chats. Ça, on a déjà eu l'occasion de voir ce que ça devenait avec les chats. D'accord, pas de chat. Par contre, voilà, avec les autres chiens, des enfants, il faut vraiment une famille, une douce famille. Ok, ça marche, pas de souci. Donc pas de chat, les autres chiens c'est bon, il n'y a pas de souci. Je viens de me prendre une volée de ne sais pas quoi, c'est pour ça que je suis surpris. Alors, donc du coup, je sais plus ce qu'on disait. On parlait d'Irka. Voilà, Irka, cette demoiselle, donc elle est ici au refuge de la SPA de la route de l'Orient. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans, une petite demoiselle de 5 ans. Bon, bah écoutez, on va se L'âge où retrouver. tout est parfait, hein, là il n'y a rien à dire. Enfin, c'est vraiment pas une chienne qui posera problème. Ouais, c'est ça, voilà, dans des son petits futur câlins, foyer. tout ira bien. Et Quoi. des bonnes balades surtout. Bon, ça marche. Eh ben écoutez, on va se retrouver tout à l'heure avec un autre petit chien, une petite chienne. Une petite chienne, je pense. Ok, on va aller à tout à l'heure tout le À monde. tout à l'heure.
des câlins et des bonnes balades. Et bien voilà, on fait tout de suite la transition avec On a Stéphane. tous besoin de câlins, surtout le Exactement. lundi matin. Surtout le lundi matin, mais toute la semaine en fait. Et toute la semaine, parce Ouais. qu'à la fin de la semaine, c'est la Digital Tech, la 3e. C'est un grand rendez-vous pour les passionnés de technologie. On y trouve des créateurs de start-up, des geeks, entre guillemets. Pas de vrais gens. Alors, Ah bah, on peut aussi être vrai quelques-uns, mais bien cachés. Voilà. Et on va parler de Digital Assistant. On va parler de Digital Food. Je ne sais pas si ça nourrit son homme, le digital. Je sais pas. Et de Digital Love. Ah, D'où alors. la présence de Christelle qui est déjà venue dans cette émission. Exactement. Parce que Christelle, rappelez-vous Laurence, avait Oui. un projet de sextoy connecté tout Connecté, mignon qui ouais. s'appelait le Little Bird et qui n'était pas une pipe. Seulement, ça ne lui a êtes en pas forme, permis Ousmane. de faire fortune. Mais par contre, vous avez gagné beaucoup d'expérience. Mais oui, comme toutes les expériences et les échecs, à un moment donné, on apprend aussi beaucoup. Donc voilà, donc maintenant il y a une suite à tout ça. Voilà, parce que vous savez rebondir. Et votre projet aujourd'hui, c'est de réunir à Brest ou ailleurs des projets comme ça qui vont évoluer dans ce que vous voudriez qu'on appelle la sextech. Au même titre que la fintech, Ah oui. c'est les technologies pour la finance, la foodtech, donc la nourriture, ou la, je ne sais plus comment on dit, caretech ou healthtech, la santé. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. santé. Et que ces technologies pour le sexe, et on va en parler comment, soient reconnues aussi institutionnellement finalement. Oui, parce qu'au-delà du sexe, c'est vraiment de parler de sexualité, donc dans tous les sujets. Donc ça va de la prévention, de l'éducation, à la sexualité des seniors, à la sexualité des personnes handicapées. Donc voilà, c'est pas que la sextech, c'est pas de la pornographie, c'est pas Ouais, de la faut porn bien faire la tech, il faut différence. C'est un vraiment- vrai sujet de société. C'est un en vrai fait. sujet de société. On parlait, voilà, vous avez eu l'exemple d'un très beau webdoc là sur les sexclus. Donc c'est un sujet d'humanité, ça nous concerne tous. Et donc aujourd'hui, on est comme dans un pays où on a du mal à faire émerger ce sujet-là parce qu'on ne peut pas en parler. Il y a beaucoup de tabous. Et c'est vrai que de mon expérience et de toutes les difficultés que j'ai rencontrées avec Bisensory, aujourd'hui, j'essaie de faire avancer en fait avec Sextech for Good une autre innovation, voilà, pour en parler et en faire un vrai secteur d'activité. Alors justement, par exemple, sur les projets que vous connaissez et que peut-être vous accompagnez, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui va justement illustrer ce dont vous parlez ? Pendant la Digital Tech Conférence, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Donc, il y a la partie Love qui concerne des gens qui font des applications de rencontres. Il y a des gens comme Iris de Villard qui s'intéressent aussi à la sexualité, qui se posent vraiment des questions de société. Moi, j'accompagne un porteur de projet, par exemple, qui développe un sextoy pour les femmes qui sont plutôt seniors ou en situation de mobilité réduite, de handicap. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions de préhension. Voilà, c'est des sujets intéressants. Ce que je voudrais, moi, c'est que les gens repartent de cette conférence en se disant, voilà, c'est un vrai sujet, il faut arrêter d'avoir trop de tabous, il faut faire évoluer la mentalité. Aujourd'hui, la technologie, comme dans tous les domaines, peut apporter des solutions à beaucoup de populations, beaucoup de personnes. Donc il faut vraiment s'y intéresser. Alors vous parliez du webdoc Sexclus. Alors justement, Benjamin, vous avez bien fait de venir parce que vous en étiez le rédacteur en chef. Exactement. Et France 3, le diffuseur, enfin le partenaire éditorial. Juste pour comprendre justement de quoi on parle, je vous propose de revoir, parce qu'on en a parlé dans cette émission, la bande-annonce de ce webdoc. Regardons tout de suite. On a pu lire dans cette bande-annonce qu'effectivement ce sont des vrais propos et des vrais sujets de société. Qui sont vos alliés dans votre, j'allais presque dire votre combat, même si ce n'en est peut-être plus un au sens militant, encore que. Alors on a bien compris, on devine que ce n'est pas les banquiers, mais est-ce que vous en avez ? Des Dans alliés, le domaine de la santé, par exemple ou,
C'est tout l'enjeu de Sextech for Good, c'est d'arriver à structurer cet écosystème. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse en parler à Rennes dans une conférence comme ça, de mettre en lumière enfin sur la Digital Tech que c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, moi je travaille effectivement avec des médecins, avec des sexologues, mais aussi avec des développeurs, avec des gens qui sont spécialistes en robotique, parce qu'on peut faire beaucoup de choses demain avec la robotique humanoïde, y compris appliquée à la sexualité. Il y a des jeunes porteurs de projets, voilà, mais tout ça c'est un petit peu désorganisé. Donc on a plusieurs actions, et notamment aussi de lobbying auprès des politiques. Donc voilà, ça c'est une de mes missions, parce que tant que la sextech ne sera pas reconnue comme un vrai secteur d'activité, on n'aura pas accès à des financements de manière simple, y compris des financements par exemple de la BPI, quand on est vraiment sur des sujets par exemple sexe et sexualité et handicap qui mériteraient d'être financés. Des banquiers, non. Par contre, je commence à avoir quelques investisseurs qui commencent à se dire, parce que voilà, la sextech globalement c'est un marché de 30 milliards de dollars. Donc au-delà du fait que c'est un sujet de société, c'est aussi un secteur d'activité qui est rentable, où il y a des belles réussites potentielles. Donc c'est dommage de s'en priver. Et donc on commence à avoir quelques oreilles attentives, mais on en est très très loin. On a des problèmes pour communiquer. Donc les problèmes que j'ai rencontrés, ils sont toujours là. On va essayer de rester optimiste et de les faire avancer. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde de bien. D'ailleurs, pendant la Digital Tech Conference, il y aura la possibilité de voir l'intervention de Polly Rodriguez, et qui a créé les Women of Sex Tech à New York. Et elle a un parcours vraiment incroyable, et je trouve que ça vraiment bien qu'elle vienne là et qu'elle dise à tout le monde, voilà, c'est un vrai sujet, donc, et j'aimerais bien que la France embraye derrière. Voilà. Donc vous parlerez de ça vendredi à l'Opéra, sur la scène de l'Opéra. Voilà, dans une battle qui effectivement se posera cette question, la France est-elle prête pour développer la sextech? Et mais on espère que on espère que oui. Merci Christelle. Merci à tous les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benjamin par exemple, ou Aurélie? Moi, c'est vrai que c'est une thématique que, comme le disait Stéphane, je l'ai travaillé avec des étudiants en journalisme à Rennes, donc je supervisais le projet qui s'appelait Les Sexclus, et c'est un sujet plein de tabous dont on ne parle pas, la sexualité des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et pourtant, comme vous le disiez, c'est un vrai sujet d'humanité, parce que c'est un droit à la sexualité qu'on refuse souvent à ces personnes-là. Alors les clichés, justement, vous en avez combattu aussi dans ce livre. J'ai rencontré la Bretagne aux éditions du Coin de la Rue. Comment est née l'idée de ce livre ? À la base, ce livre, c'est une rubrique que je tenais dans le magazine breton, où on voulait aller rencontrer les gens qui habitent le territoire, et être un petit peu l'antithèse de ce qu'on pouvait faire en couverture, où on plaçait des gens connus, des ambassadeurs de la Bretagne qui parlent de leur Bretagne. Et là, l'idée, c'était d'aller au coin de la rue, au coin de la Bretagne, et raconter les territoires, comment ils vivent. Et d'aller dans des lieux ordinaires, c'est-à-dire passer une journée sur un banc public, dans un tramway, dans un train, dans un routier. Et un peu à la j'irai dormir chez vous, quoi. Vous vous invitiez dans des endroits. Sauf que j'allais pas dormir chez les gens vraiment, mais ça m'arrivait de me faire inviter à boire le café, à boire un coup, à manger. C'est ça, c'est vraiment être dans l'idée du reportage comme on l'aime dans le journalisme. C'est un reportage qui prend le temps, et puis qui part pas avec une scénarisation déjà, c'est qu'on se laisse surprendre par le hasard, et c'est ça qui fait le sel de ces histoires qui racontent en fait. Moi, c'est ça que je voulais, c'est raconter les problématiques de la Bretagne, et en allant dans des endroits du quotidien, on raconte à travers les petites histoires la grande histoire. Alors vous avez rencontré tout un tas de gens, des jeunes, des vieux, des paysans, des médecins, des petites grand-mères sur des bancs. Est-ce qu'il y a des préoccupations qui sont ressorties les grandes lignes dans ces témoignages? Ça dépend toujours des endroits où on va, mais quand on va par exemple à Gourin, dans le bar du centre-ville de Gourin, et là-bas on va parler de ruralité, on va parler de désert médical, on va parler de chômage, de précarité, mais on va parler aussi de bio, d'agriculture bio. Donc à ce comptoir-là, en fait, on voit toute la société du centre-Bretagne qui défile avec toutes ces problématiques. Et puis quand je vais dans une paroisse, raconter le quotidien d'une paroisse, je raconte la religiosité en Bretagne, le problème à rassembler le dimanche matin les fidèles, et pourtant il n'y a jamais eu autant de demandes de cérémonies dans cette paroisse-là. Donc tout ça, c'est ce que je voulais raconter. Donc à chaque fois qu'on va dans un endroit, on a forcément des problématiques différentes qui émergent. Alors c'est Gwenaël Saliou, votre binôme photographe, qui vous a suivi pendant ces 3 années de carnet de route, on va dire. Vous avez fonctionné comment tous les deux ? C'est un binôme qui fonctionnait bien. On est plutôt tous les deux bavards, je pense assez jovial. Donc on est un binôme complémentaire. Lui, il prend les photos, et puis moi, je fais le texte. Comment on fonctionne ? En fait, on se laisse surprendre par les rencontres. Donc c'est toujours très compliqué. En fait, on arrive avec des gens
qui comprennent pas toujours notre démarche. Donc on arrive dans un tramway à 6h du matin à Brest et puis on dit aux gens bah salut, ça va, comment vous appelez, qu'est-ce que vous faites, et puis bah, en 10 minutes on doit connaître le prénom de la personne, s'il a des enfants, ce qui l'anime, quel boulot il fait, les tracas du quotidien, ses petits plaisirs, et puis voilà, on se laisse porter par le fil des discussions. Alors des fois ça marche pas, et puis des fois on part sur une minute de discussion qui dure 1h30, 2 heures, et puis on se laisse porter par le hasard, encore une fois. Et donc, souvent ça marche en tout cas. Et du coup, nous aussi on se laisse porter. Il y a 30 chapitres. On va en commenter quelques-uns avec photo à l'appui, justement, ça tombe bien. Alors vous considérez la Bretagne à 5 départements, hein, voilà, on arrêtera là le débat. Donc alors là, on est où là, dites-nous? Là, on est dans le vignoble nantais, donc on est près de Nantes, avec des gens on est le dernier jour des vendanges, et on a embarqué avec cette équipe-là qui allait récolter le raisin. Donc on a des retraités, on a des Roumains qui viennent travailler, on a des intérimaires, et c'est ce brassage-là que je voulais raconter. C'est aussi des gens qu'on ne voit pas forcément d'habitude dans les clichés sur les vendanges, où on a des jeunes, des étudiants, etc. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Dans le vignoble nantais, oui, il y a très peu de... On ne vit pas les vendanges comme on les imagine, en fait. C'est des vendanges à la journée. Alors maintenant, on va changer de destination. Alors, on est un jour un peu particulier, puis on est un jour spécial. Là, on est... je voulais raconter la navette qui fait Groix-Lorient tous les jours, enfin plusieurs fois par jour. Et donc là, on est sur une des dernières navettes de la journée, en mois de juin, juillet même. Et on est le jour de France-Uruguay. Voilà, c'est le hasard des rencontres, c'est qu'on tombe le jour de France-Uruguay, et puis tout le monde est connecté avec son téléphone pour pouvoir voir le quart de finale. Et donc ça crée une ambiance complètement différente de celle du matin, où on a les insulaires qui vont bosser sur le continent. Donc ça, c'est le RER insulaire. Changement d'univers également. Maintenant, alors on est où là, on est à Trémargat, donc c'est une petite commune en centre-Bretagne qui vit de manière relativement hors norme. L'agriculture est quasiment que des bio. On a des gens qui ont envie de vivre différemment. Voilà. Et c'est une petite commune qui est une des communes qui vit bien, qui vit mieux, et où on n'a pas d'exode rural en Centre-Bretagne. Elle est complètement atypique, et donc pendant une journée, on est parti à la rencontre de ces gens qui vivent à Trémargat. Changement de route maintenant, on va aller du côté de la RN12. Vous vous êtes aussi intéressé à ce petit vaisseau qui sillonne. Oui, on a été la dernière région de France dans les années 60 à être équipée d'une autoroute. Et moi, ce qui me fascine à chaque fois que je sillonne sur les routes, enfin l'autoroute bretonne, pardon, c'est ces gens qui habitent en lisière qui ont vraiment. Qui sont vraiment au bord de la glissière. Voilà, moi j'ai rencontré des gens qui ouvrent la porte et leur porte donne sur la glissière de sécurité. Et je voulais savoir qui habite là et comment on vit là. Donc entre les personnes qui ont vu la RN12 trancher leur exploitation agricole, et puis ceux qui habitent parce que, pas par choix, mais par contrainte, parce que c'est là où on trouve des loyers les plus accessibles. Voilà, je voulais raconter ces gens-là. Et ce qui est fou, c'est que même certains disent que c'est plutôt une chance. Oui. Enfin, c'est étonnant comme témoignage. Certains le vivent comme une chance, ou le vivent la proximité de la RN12, alors l'ultra proximité de la 4 voies. On rencontre par exemple une assistante maternelle qui nous dit « Moi, je pensais que ça allait être une chance d'être tout proche de la 4 voies pour que les gens puissent me déposer leurs enfants facilement le matin en allant au boulot. » Et puis elle s'est rendue compte de ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que elle a vu des voitures atterrir quasiment tous les 6 mois dans son jardin. Et voilà, ça c'est moins sympa déjà. Voilà, mais c'est ça qu'on voulait raconter, c'est ces histoires auxquelles on ne s'attendait pas vraiment quand on y va. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres, Aurélie? Vous vous attendiez à des histoires comme ça dans un livre non, absolument. Du coup, beaucoup de curiosité, envie de parcourir ces histoires et d'en savoir plus. Eh ben, on va savoir plus encore un peu plus tard dans cette émission. On poursuivra un petit peu la lecture la découverte de ce livre. J'ai rencontré la Bretagne. On va tout de suite justement poursuivre une découverte de notre territoire avec une immersion dans la vie de château. Direction Tex-Noyalo dans le Morbihan, la découverte du château du Plessis-Josso. C'est un reportage de Stéphanie Zade et de Philippe Bauger. Ce sont Martine de Carnet et Sylvestre Josso qui sont officiellement les premiers habitants de la maison forte du manoir du Plessis-Josso. Nous sommes alors en 1340 et le logis est alors entouré de plesses, sorte de fortification en bois. Un manoir, c'est la demeure d'un seigneur dans un fief agricole.
parce que la première fonction d'un manoir, c'est l'agriculture. Et en Bretagne, c'est étonnant, il y avait 15 000 manoirs. Vocation agricole et aussi protection des habitants. Le manoir va alors se fortifier au fil des siècles. Et ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez protégés, parce que la seconde fonction d'un manoir, c'est la protection de tous ceux qui sont sur le fief. Et alors, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez protégés, ils ont construit une tour de défense à l'intérieur de ce pavillon. Au XVe siècle, une nouvelle partie sera construite et à l'étage, on installe une grande salle de vie qui servait également de salle à manger. Et cette pièce, c'était le grenier à blé. Alors, il y avait tout à faire. Et on a refait le plancher. Et puis, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a consolidé les poutres. Des restaurations qui peuvent s'avérer compliquées, comme cette crédence avec une tablette qui symbolisait la basse justice rendue par le seigneur du manoir. On l'a restauré, oui. Oui. On a eu beaucoup de peine de trouver les mêmes couleurs de pierre. On a été obligé de rouvrir une carrière pour trouver le même filon. 2 siècles plus tard, Jean de Rosmandec fera cette chambre d'honneur modifiée par Anne de Goulaine pour la rendre plus lumineuse. Et les modifications continuent au manoir du Plessis-Josso puisqu'il est toujours habité. C'est maintenant l'heure de la chronique d'Aurélie Vérité en aménagement d'intérieur. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors ce matin, vous partagez une bonne idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Dites-nous tout. Eh ben, il s'agit du coffret Oser mon intérieur, puisque maintenant, ça va être accessible à tous, le fait de pouvoir se payer les conseils d'un créateur d'intérieur pour réfléchir à son séjour, sa chambre, voilà, avancer sur ses projets d'aménagement. Bon, alors du coup, ça tombe bien parce que justement, j'ai un projet d'aménagement. Comment ça peut fonctionner? Alors concrètement, du coup, vous avez la box. Dedans, on retrouve un casque de réalité virtuelle. Donc on est côté techno. Stéphane, voilà. J'aime bien. Il frétille à l'idée de... On peut aussi jouer avec. On retrouve un livret avec des conseils déco pour s'inspirer. Et puis surtout, on a une prestation de conseils par un créateur d'intérieur pour vous guider dans votre projet. Alors, comment ça marche? Expliquez-nous un petit peu. Est-ce qu'on peut voir un exemple de projet? Ah oui, alors en fait, concrètement, la personne, elle va prendre son téléphone et télécharger une application pour décrire son projet. Et donc, la description de son projet, ça commence par publier des photos de son intérieur. Là, par exemple, on est sur un projet d'aménagement de séjour avec une bibliothèque. La personne a publié des photos, elle a aussi publié des plans. Et puis, on voit aussi une photo de magazine, un exemple d'aménagement qu'elle aimait bien pour montrer un petit peu ce qu'elle voulait comme aménagement. D'accord. Alors, vous avez proposé quel projet, du coup? Alors, en fait, les clients, ici, ils ont une belle extension avec des grandes baies vitrées et ils avaient envie de pouvoir profiter de la télé qu'on voit au milieu avec les câbles et de trouver un aménagement qui correspond aux différents moments de la journée. Donc, la créatrice d'intérieur, Laetitia, a travaillé sur le projet et voici comment elle a réfléchi le projet en 4 zones. Elle a du coup imaginé une bibliothèque qui va prendre tout l'espace du mur où la cliente va pouvoir ranger tous ses livres. La bibliothèque, on la voit sur cette autre vue, du coup avec pas mal d'espace pour reprendre aussi un poste pour écouter la musique, des objets déco qu'elle avait déjà qui vont venir s'intégrer parfaitement dans ces niches. Deuxième espace qu'ici, elle a voulu travailler, c'est la partie télé. Donc la télé, elle était au milieu. Ici, vous ne la voyez pas, c'est normal. Elle est rangée dans Elle est cachée. Elle est rangée dans un meuble. Et en fait, on va l'intégrer dans un meuble. On va utiliser une colonne pour pouvoir la faire sortir. Le soir, on a envie de regarder la télé. La journée, on n'a pas envie de la voir. Donc, avec cet aménagement, on la cache. C'est astucieux. Voilà. Ensuite, une autre partie qui a été travaillée, c'est le coin banquette. Là, on voit, vu du dessus, en fait, ici, elle a travaillé une banquette qui a 2 fonctions. La première, c'est de pouvoir venir profiter de ce bel espace, prendre un bouquin, se poser tranquillement ou en famille. Et c'est aussi d'avoir une sécurité, en fait, pour les enfants en bas âge. On voit du coup que là, avec cette hauteur, ça permet d'avoir une sécurité pour les enfants qui jouent dans cet espace.
et puis de recréer du rangement derrière. Et enfin, 4e zone qu'elle a voulu travailler, c'est la suite avec le côté salon où là on va venir s'installer. On a un rappel du meuble sur le dessus avec une utilisation de matière cohérente entre le côté bibliothèque et la cuisine, puisqu'on est de plus en plus sur des pièces ouvertes. C'est important de bien réfléchir. Très lumineux en plus, là, on voit. Voilà, tout à fait, au coloris. Alors, dernier conseil sur les couleurs. Et alors, conseil sur les couleurs, donc la créatrice, justement, elle va vous conseiller et vous donner un petit peu une planche tendance pour vous guider vers le choix des couleurs, des matières, pour que ce soit bien harmonieux dans l'ensemble des pièces. Et puis, vous faire une petite sélection de mobilier, par exemple, qui pourrait bien aller. Alors, le casque, le must, c'est le casque de réalité virtuelle qui va nous permettre du coup de voir le projet comme si on visitait le séjour en immersion à 360 degrés. Tout à fait. On profite des nouvelles technologies. On a via l'application, on glisse le téléphone dans le casque. C'est très simple. Comment on fait. Voilà. Ensuite, on le glisse sur le côté. Et comme une diapositive. C'est comme une diapo à l'ancienne presque. Et donc c'est vraiment pratique parce que vous y êtes ? Ah oui. Ah, vous êtes où, sur la banquette ? Ah oui, vous êtes là, Laurence. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Vous êtes sur la banquette ? Non, là, je suis devant le meuble, au centre du... Ah ouais, mais on voit ce que vous voyez. Voilà. En fait. Ah bon, d'accord. C'est super, non, ça. les enfants, vous ne vous penchez pas sur la barrière. Donc ça aide vraiment c'est sans la télé. Ça aide les clients en fait à se projeter. Et parce que souvent on a du mal à se rendre compte de la place des volumes, des matières. Est-ce que mon canapé va passer ? Et donc là, les nouvelles technologies sont vraiment un atout qui sont utilisés dans ce concept pour aider la personne à se projeter. Donc soit avec le casque ou avec la tablette, il y a différentes manières de faire. Par contre, il faudra faire les poussières. Eh ben, vous êtes volontaire, Stéphane, ça tombe. Et comment les clients alors font ensuite pour aller plus loin justement dans l'avancement du projet une fois qu'ils ont fait toutes ces étapes ? S'ils sont convaincus par leur projet et que ça leur plaît parce que ça répond au budget et à leur goût, là dans ce cas on peut mettre en relation avec des professionnels locaux qui vont se déplacer chez les gens pour refaire le relevé de mesure et aller au bout du projet, faire toute la coordination du chantier. Eh ben, c'est assez fabuleux quand même. Voilà. Merci Aurélie. Merci à vous. Vous connaissez ça, Christelle ? Pas ce projet-là, mais c'est vrai que ça fait partie de toutes les nouvelles possibilités de la réalité augmentée, dont on utilise beaucoup aussi dans le domaine de la sextech. Merci à tous. On est déjà à la moitié de cette émission et je vais tout de suite rejoindre Catherine, qui est connectée elle aussi tout le temps, évidemment. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère ? Alors j'ai retenu, Laurence, cette balade au-delà des clichés en Bretagne. Donc moi, ça me questionne forcément parce que le cliché, c'est mon fonds de commerce. Voilà, s'il n'y en avait pas, ce serait un peu plus difficile pour moi, mais j'ai réussi quand même à trouver cette tendance-là entre la techno et puis le réel. Donc je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez voir, ça va être top. Alors on retrouvera, merci, dans quelques instants, Pierrick Gaveau pour une idée de balade dans les forges morbihanaises de Lanoué. Et puis François Coulon, conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes, qui nous présentera des pierres à images en provenance d'Italie que l'on appelle les paésines. Vous découvrirez ça dans quelques instants. Allez, pour l'instant, on retrouve Billy à la SPA de Rennes. Billy. Oui, ma chérie. Alors, on se retrouve là avec mademoiselle Cookie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Cookie. Comment ça va, toi? Alors, elle, je crois qu'elle est un tout petit peu joueuse, hein? Ouais. Quel âge elle a? Elle a 11 mois. Ah ouais, t'as un bébé, toi? C'est un petit bébé à l'arrivée de la fourrière. Donc voilà, malheureusement, elle n'a pas été réclamée par ses propriétaires. Ouais. C'est une jeune chienne pleine de vie. D'accord. Qui a besoin d'éducation, ça c'est clair. Un tout petit peu d'éducation. Et il faut la canaliser, quoi. Il faut la canaliser, oui. Puis lui apprendre des choses. Ok, ça marche. Donc là, c'est le bordel, c'est Cookie qui est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des gratouilles, c'est ça? Donc Cookie, 11 mois, en maison, en appartement? Alors plutôt en maison. En maison, j'ai l'impression. Après, voir pour l'appartement, des loisirs que les gens peuvent éventuellement lui proposer. D'accord. Avec les enfants, je pense qu'on est nickel. Oui, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, avec les chats aussi, une bonne petite chienne de famille. On n'a pas fait le test, mais à mon avis, ça ne devrait pas poser de soucis. Ouais, c'est clair. Elle va juste vouloir les renifler 2-3 fois, puis après, ça ira, quoi. Ouais. Alors, cette petite Cookie, eh ben, elle est là, ici, au refuge SPA de la Route de l'Orient. Oh là là, alors là, on se pose complètement pour la caméra. Hein. C'est bien, ma chérie. Hein. Regarde, fais un petit bisou à Laurence et à Catherine, là-bas, en plateau. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, on va se retrouver tout à l'heure avec des petits chats, c'est ça? Oui. Bon, eh ben, Cookie, elle est là, je crois. Là, elle va partir très, très vite. Ouais, hein, cette petite chienne avec d'amour. impatience. Allez, à tout à l'heure, tout le monde.
À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. Pierrick Gaveau et François Coulon nous ont rejoints. On va commencer avec vous, Pierrick, parce que vous nous proposez une magnifique idée de balade, une vélo-promenade, dites-nous. Vous nous emmenez dans le Morbihan, Lanouée et les Forges. Et oui, deux communes, pas pour très longtemps d'ailleurs, puisque à l'origine c'était une seule, c'était seulement Lanouée. Et puis en 1883, eh bien, il y a un village qui s'était créé autour des forges, qui était à plus de 5 km du chef-lieu. Donc comme il y avait beaucoup de monde qui travaillait là, on a décidé de créer la commune des forges, d'autant que le propriétaire était aussi propriétaire de la forêt, donc ça faisait une commune de plus de 5000 hectares. Ah ouais. Et cette forêt de Lanouée, elle a été d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, pas plus, elle avait été vendue à un groupe industriel qui voulait y installer un parc éolien géant. Bon, il fallait défricher une partie de la forêt, il y a eu une mobilisation locale, le projet a été abandonné et puis là on revient à l'origine, c'est-à-dire que les deux communes vont se regrouper au 1er janvier 2019, Lanouée et les Forges, et ça va s'appeler Forges de Lanouée. Voilà, compromis, parfait. Les Forges de Lanouée, c'est un gros village et un site issu de la Bretagne du XVIIIe siècle qui s'ouvre finalement au progrès industriel. À ce moment-là, oui, bien sûr, c'est en 1756, c'est le duc de Rohan qui obtient des lettres patentes du roi de France Louis XV pour ouvrir ce qu'on appelle une usine à fer. Alors, il avait évidemment tout ce qu'il fallait sur place. Il y avait des carrières de minerais, il y avait les ressources en bois pour faire le charbon de bois avec la forêt. Il y avait un cours d'eau qui est le Lier, qui avait la puissance pour faire tourner les machineries. Et donc, de ces forges, eh bien, il reste aujourd'hui, en termes de vestiges, il y a encore la chapelle, il y a la cité ouvrière, il y a le haut fourneau, et puis cette maison du maître de forge qui avait été reconstruite au XIXe siècle en briques et en calcaire, et avec ces très beaux jardins à la française. Alors la balade, si on revient à la balade à proprement parler, à vélo, elle commence aux Forges et elle s'en va vers le canal de Nantes à Brest. Est-ce que voilà, c'est ça. 15 km, c'est facile, une belle vélo-promenade qui est à faire par les petits matins froids, vous voyez, quand il y a un petit soleil d'hiver, on pédale pour se réchauffer. Il n'y a aucune difficulté, c'est tout plat. Et puis en particulier sur ce chemin de halage, et le retour se fait aussi par une petite route qui est assez peu fréquentée, donc c'est très agréable. Alors l'autre extrémité, si on va jusqu'au bout du village, du circuit, c'est le village de Pommeloc et sa chapelle. Ah oui, alors Pommeloc, c'est une chapelle, c'est vraiment une grosse chapelle d'ailleurs, qui a été fondée au début du XIIIe siècle sous le vocable de Saint-Melec, qu'on retrouve aussi dans d'autres paroisses comme Plumelec. Et qui compte quelques dizaines d'habitants, ce village qui avait son importance parce qu'il était situé sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il était aussi sur ceux du Trobrez au Moyen-Âge. Cette chapelle, elle s'appelle Notre-Dame des Fleurs et elle a un très beau mobilier intérieur qui date du XVe siècle. Et l'autre particularité de Pommeloc, de ce village, c'est un jeu de quilles en bois qu'on appelle les quilles de Pommeloc. Il n'y a plus que là que ça se pratique aujourd'hui, qui sont des grandes quilles de 75 à 80 cm de haut qu'il faut renverser en lançant une grosse boule en bois. Et puis ensuite, eh bien, on est à l'extrémité de notre balade et le retour, eh bien, il va se faire vers les Forges par le long d'un petit canal de navigation qui se trouve entre le canal de Nantes à Brest et les Forges, qui avait été aménagé en 1857 pour acheminer les produits de l'usine à fer et fonte qui sortaient de l'usine. Et cette usine, donc à fer, elle a cessé son activité, comme la plupart des forges de Bretagne d'ailleurs, vers la fin du 19e siècle. On pense entre autres aux forges des Salles ou aux forges de Pimpon dans le même genre, ou même celles du Vauxblanc aussi, qui sont très belles au-dessus de Plémet. Eh ben, merci beaucoup, Pierrick, pour cette belle idée de balade. François, vous connaissiez ce petit coin-là ? Je connaissais de nom, mais je n'y suis jamais allé. Et c'est vrai que du coup, ça donne envie. Eh ben, on a envie d'y aller. Vous qui avez beaucoup sillonné la Bretagne, ça on peut le dire. Oui, non, celle-ci, non, voilà, je découvre ce matin. Il y a sûrement des belles rencontres à faire sur un banc. Oui, très certainement, ou à la chapelle. Ou à la chapelle. Pareil, on peut raconter oui, à des choses. Pommeloc, oui, c'est assez passager. En plus, on est tout près du canal Nantes-à-Brest, donc il y a beaucoup de cyclistes qui passent parce que c'est aussi un lieu important pour le tourisme à vélo en Bretagne. Donc, on rencontre beaucoup de monde, effectivement, sur cet endroit.
On va continuer, Benjamin, avec vous à parcourir votre livre, comme une balade un petit peu. C'est vrai qu'on a le sentiment de faire tout un tas de jolies rencontres au fil des pages de votre livre. On va retrouver maintenant une photo avec une dame avec son caddie, une espèce de caddie ovni au marché des Lys à Rennes. On va regarder cette photo tout de suite, vous allez nous la commenter. Ouais. Voilà. Ça, c'est un des chapitres du livre également. Oui, l'idée c'était d'aller au marché des Lys, alors qu'il est l'un des plus grands marchés alimentaires français. Et puis il y a une vie, en fait, il y a une micro-société dans ce marché-là. Donc ce que je voulais, moi, c'est la décrypter, y aller. Donc là, on rencontre une personne qui s'est équipée d'un super caddie. Voilà, ça montre aussi marrant, qui vient et en fonction en fait des heures où on va au marché, on rencontre des gens qui sont complètement différents entre le matin où on commence à 5h du matin, enfin 5-6 heures du matin, on a les fêtards qui viennent finir leur soirée, et puis après les lève-tôt, et puis ce qu'on appelle ce qu'on surnomme les bobos rennais. Voilà, fin de matinée plutôt. Fin de matinée pour la galette saucisse de fin de matinée. Et puis la fameuse galette saucisse, vous avez consacré un livre d'ailleurs à la galette saucisse. Effectivement, oui, parce que pour moi c'est un mets incontournable, ça fait partie de l'identité bretonne, en tout cas galaise plus précisément, et ça me semblait important de m'y attarder. Direction maintenant Saint-Caradec, un jour de rentrée des classes. Ouais, voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est aller là on est encore en Centre-Bretagne, à Saint-Caradec, qui est une petite commune qui est tiraillée entre l'école privée et l'école publique. Dans cette école publique-là, il reste 4 classes, et parce qu'on a des instituts très très engagés qui restent sur cette commune-là. Et puis voilà, on a le correspondant local de presse qui vient faire la photo, la traditionnelle photo de rentrée des classes. Et à travers ces mômes-là, en fait, on raconte aussi la sociologie du coin, parce qu'on voit qui vient travailler, qui sont les parents aussi qui viennent travailler dans le coin et mettre leurs enfants à l'école publique. Donc c'est une journée pleine de vie. Alors maintenant, un incontournable, forcément en Bretagne, le Fest-Noz. Voilà, moi je voulais forcément parler de Fest-Noz, je voulais parler de fête parce que ça fait partie de l'identité de ce territoire-là. Et donc on est allé en Fest-Noz, donc là on est à Callac, Fest-Noz, en plein mois de juillet, juste avant les vieilles charrues. Et ce qui me marque dans cette image-là, c'est qu'on voit le brassage culturel qu'il peut y avoir, des jeunes, des vieux, des jeunes déguisés en l'occurrence ici. Et on se juge pas, on danse, et moi-même je me suis mis à danser, moi qui suis pas forcément un grand danseur. Et ce Fest-Noz-là, il vient pour clôturer la course cycliste qui s'appelle la PLB, qui vient financer la recherche contre la mucoviscidose. Donc c'est ça aussi que je veux montrer, c'est tout cet engagement bénévole pour une cause. C'est pas juste un soir de fête. C'est aussi de la solidarité qui est marquée dans cette image. Direction Brest maintenant, avec une très jolie photo de Gonel Saliou. Ouais, donc c'est bizarre, il pleut, c'est dingue. Oui, c'est bizarre. C'est pas représentatif. On sait pas pourquoi. Mais en fait, ça devait être le mauvais moment de la journée, parce qu'il y a 4 saisons, on le sait bien, notamment à Brest, mais en Bretagne en général. Là, c'était le moment où il pleuvait. On est en plein mois de janvier, et ce que je voulais raconter, c'est les 2 quartiers emblématiques de cette ville. Donc là, on est rue de Siam, et on part après à Recouvrance. Et dans ce reportage-là, moi, je voulais me remettre dans les pas de ceux qui chantent, écrivent, dessinent Brest, parce que c'est la ville certainement la plus défendue par ces artistes. Donc on pense à Miossec forcément. Prévert, voilà. Et donc on a parcouru Siam et Recouvrance plusieurs jours durant. Est-ce que les photos sont retouchées ou pas ? Forcément, en fait, elles sont développées, c'est ce qu'on appelle, elles sont développées, mais elles sont pas retouchées, elles sont pas trafiquées, voilà, elles sont juste développées comme on le faisait au temps de l'Argentique. Joli travail en tout cas. Allez, on termine avec Quiberon. Quiberon et le réveil de la station balnéaire. Oui, Quiberon, ça fait partie de ces villes, c'est pour ça qu'on est allé là-bas, qui connaissent plus de volets fermés en période hivernale que de volets ouverts. Et moi, je voulais aller au moment où
la bête se réveille, où cette ville commence à revivre, comme on l'entend avec le retour notamment des touristes. Et donc là, on est avec Johnny, qui est un camping-cariste. Et qui habitué, il vient tous les ans. Convaincu par Thalassa de venir en Bretagne. Et donc moi, c'est aussi ça qui m'intéressait, c'est d'aller à la rencontre des gens qui habitent, bien évidemment, des autochtones, mais aussi des gens qui viennent en Bretagne pour découvrir cette région, parce que c'est aussi bien d'entendre ce que les gens de l'extérieur peuvent raconter sur la péninsule, de la même manière que l'on a fait sur une aire d'autoroute aussi, un jour de départ en vacances. Voilà, on se pose et puis on raconte. Et puis Johnny, très sympathiquement, nous a raconté sa vie, son voyage, son périple en Bretagne. On a bien résumé l'esprit de ce livre. J'ai rencontré la Bretagne aux éditions du Coin de la Rue. Je me suis laissé dire que vous aviez un projet d'exposition en parallèle, justement, parce que toutes ces belles images, tous ces beaux textes, on a aussi envie de les voir un peu sur grand format. Oui, merci. Effectivement, ça c'est le premier volet de notre projet avec Gwenaëlle. Donc moi j'ai compilé tous les textes dans ce livre-là, et en 2019 on a pour projet de faire tourner une expo photo qui raconte de manière visuelle notre périple et nos grands reportages aux quatre coins de la Bretagne. Il y aura une suite ? J'ai rencontré la Bretagne 2, peut-être jusqu'aux forges de la Nouée. Ça prend, c'est 3 ans de boulot et d'investissement. C'est pas pour l'instant le propos, mais pourquoi pas. C'est vrai que pour moi, c'était génial en tant que journaliste de repartir, de prendre le temps d'aller à la rencontre, de se confronter à l'inconnu. C'est un travail extraordinaire, donc pourquoi pas, mais c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Vous nous direz, puis vous reviendrez. Merci beaucoup, Benjamin. On va tout de suite retrouver Billy, qui lui a rencontré un chat cette fois. Allez, Billy. Alors pour finir cette matinée, là on parle tout en douceur parce qu'on a un petit chaton, une petite chatte, c'est ça? Oui, une petite minette, un petit peu timide, qui se détend très facilement avec les câlins par contre. C'est ça. Elle s'appelle Pirouette. Oh mignon Pirouette. Et elle a même pas 1 an, elle aura 1 an en janvier 2019. Tu vois, elle cherche à venir me frotter. C'est une toute petite minette de petit gabarit. D'accord. Voilà, qui recherche un foyer, peut-être plutôt un appartement, parce que c'est vrai qu'elle est timide, elle aimerait bien son petit cocon à elle. D'accord. Et puis beaucoup de douceur, beaucoup de câlins. Les autres chats, c'est pas trop son truc. C'est vrai qu'elle serait peut-être mieux toute seule à la maison. C'est ça, t'as envie d'être toute seule en amour avec la famille, quoi. Elle a des yeux verts magnifiques. Elle est superbe. Je la trouve très très mignonne, cette petite minette. Elle est très discrète en communauté, mais voilà, dès qu'on prend le temps de la connaître, on découvre vraiment une petite boule d'amour. Et puis comme là, elle est toute jeune, elle va pouvoir prendre le temps de bien apprendre à connaître ses nouveaux maîtres. Exactement. Bon, écoutez, on a encore passé une super matinée. Là, on a des chats qui sont en train de faire le bazar juste à côté. On entend pas mal, les petits chatons, ils sont au boulot, là. On se retrouve bientôt ici au refuge de la SPA de la route de l'Orient à Rennes. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Merci Billy, à bientôt. On va tout de suite maintenant retrouver François Coulon. Bonjour François. Bonjour Laurence. Vous nous avez emmené de jolies images ce matin, mais alors pas celles qu'on feuillette comme ça, ça vient d'Italie. Oui, ce sont des objets qui sont un petit peu mystérieux et un peu discrets dans le cabinet de curiosité. Quand vous entrez, ils sont dans la vitrine centrale, un petit peu au-dessus de la hauteur des yeux, et on n'y fait pas forcément attention, et en plus on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est, puisqu'en réalité ces objets avaient pour destination d'être enchâssés dans des tiroirs de meubles, et donc à chaque fois qu'on les ouvrait, on se rapprochait de ces objets, et on regardait ce qu'il y avait dessiné dessus, du moins ce qu'on croyait être dessiné. C'est-à-dire qu'en fait il s'agit simplement de pierres qui s'appellent des paésines, qui sont des calcaires marneux, et une fois qu'on les coupe, on s'aperçoit que tout ce réseau de petites fissures, de petits défauts, donne l'impression de voir un paysage de ruines. Et on tombe immanquablement dans cette logique imaginaire qui nous fait voir en réalité des paysages ruinés. Donc c'est la mélancolie des civilisations englouties. Et donc on est vraiment dans une logique un peu poétique. La machine à rêve travaille à plein régime. À plein régime. Et ce, d'autant que jusqu'au XVIIe siècle, on n'avait pas d'explication un petit peu rationnelle pour comprendre en fait la formation de ce genre de pièces. Et donc on imaginait que c'était le sang des Gorgones qui dans l'Antiquité avait fusé dans la terre. Et donc on avait des grosses explications. Mais Christophe Paul de Robien, donc le collectionneur, lui, il ne fait pas du tout cas de ce genre d'explications. Et il est vraiment dans une réflexion intellectuelle, naturaliste, et il essaye de spéculer pour savoir d'où ça vient. Et c'est, je dirais, l'intérêt en fait de ces pièces. C'est qu'on oublie toujours
qu'à la base d'une grande carrière scientifique, il y a souvent une émotion. Une émotion esthétique, une émotion devant quelque chose de beau. Quand on lit les écrits de Marie Curie ou de Mandelbrot, par exemple, en mathématiques, à un moment donné, au détour d'une phrase, ils vont vous dire « Eh bien, j'ai été fasciné par ces dessins qui se répétaient à l'infini, ou ce ballet d'atomes, cette architecture d'atomes, etc. » On oublie trop souvent que la science, en fait, repose sur de l'humain, et dans l'humain, elle repose sur des émotions. Et donc là, du coup, on a un petit peu cette logique un peu spéculative, chez Robien déjà, qui va s'intéresser à ce type de pièce et qui va réfléchir d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça, etc., etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, c'est aussi une logique un petit peu analogique, une pensée analogique, c'est-à-dire ça fait penser à. Et donc, on a immanquablement des petits paysages, des artistes qui se sont amusés à compléter, si on peut dire, en fait, ce paysage, et c'est tout à fait intéressant. Et donc, on a des petits personnages que l'on voit, qui ont été peints, et qui... Donc, en se basant sur la pierre d'origine, en l'utilisant, en fait. Voilà, en l'utilisant, et donc, ils vont essayer de parachever l'œuvre de la nature, d'une certaine façon. Donc, on est vraiment dans cette logique où on ne sait plus où se trouve la frontière entre la création de la nature et la création de l'être humain, et qui est un objet extrêmement spéculatif, et que l'on trouvait, donc là, c'est cette mise en abîme aussi qui est un petit peu sympathique. Ça semble représenter un paysage de ruines, et en fait, ce ne sont que des vestiges aussi, ces pièces, puisqu'il manque tout le meuble. On n'a pas d'idée comment était fait ce meuble, mais en réalité, toutes ces plaques étaient soit enchâssées dans les petits tiroirs ou sur les côtés, et donc ça recouvrait, ça faisait tout un décor autour de ce mobilier, et on le voit quand on regarde un peu la tranche de ces plaques, on voit qu'elles sont biseautées, donc elles servaient à être vraiment enchâssées comme un écrin dans une petite plaque. Est-ce que l'Occident est le seul lieu où ça a été développé, ce type de méditation par rapport à l'œuvre de la nature, etc. Très bonne question, oui. Non, mais c'est vrai, cette spéculation sur effectivement les œuvres de la nature, on le retrouve dans beaucoup de civilisations. On n'a pas d'écho pour les civilisations américaines, mais il est fort probable, dans la mesure où on sait que les Aztèques avaient des ménageries, les Incas avaient des musées, enfin, quelque chose qui est apparenté à des musées. On suppose qu'ils avaient aussi ce type d'objet. Mais c'est en Asie, en Chine, en Corée et au Japon, où on a, au Japon, ce fameux suiseki, qui est cette pierre de méditation que l'on va trouver fortuitement dans une forêt qui a plein d'enchevêtrements, des anfractuosités, et qui va être le lieu d'une espèce d'abîme à méditer. On appelle ça des pierres à images. Et on va aussi les mettre de temps en temps dans un ruisseau pour que la nature continue son œuvre et qu'elle polise gentiment. Alors, ça peut durer des dizaines d'années. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. On n'intervient pas. Là, c'est un petit peu le contraire de ce qui se passe en Occident, où on va intervenir directement sur les pièces. Là, on les laisse polir par le temps, on les ressort. Ah non, c'est pas encore ça. On la remet pendant 20 ans dans la rivière et ensuite on la ressort. Et donc, ce sont des ornements qui sont ces espèces d'images qui permettent de méditer et d'approfondir le sens de l'existence et surtout d'avoir cette liberté imaginative en regardant des pièces qui, en fait, entre guillemets, ne veulent rien dire. Enfin oui, mais c'est quand même... C'est nous qui projetons. C'est nous qui projetons, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Merci François pour cet instant poésie. Vous connaissiez les uns les autres les existences de ces paésines? Absolument pas. Ça vient d'où? On sait d'où ça vient? Oui, ça vient de Florence, c'est de la région de Florence. Il y en a plein déjà dans l'Antiquité, d'où ce terme de paesina, petit paysage. Et donc, oui. À découvrir donc au cabinet de curiosité du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Merci François. On va bientôt se quitter, mais avant cela, on va vous signaler la diffusion ce soir d'un très beau documentaire après le soir 3, un documentaire de Jean-Étienne Frère et Patrick Soulabaille. Les larmes ont parfois le goût de la mer. Souvenez-vous d'Alain Maignan, ce facteur de Plélan-le-Grand, parti il y a 10 ans faire un tour du monde à la voile, seul et sans assistante. Il avait marqué les esprits en établissant le record officiel du tour du monde sans escale et sans assistance sur un voilier de série. Et bien, c'était il y a 10 ans. Et on avait beaucoup parlé de ce documentaire l'extraordinaire tournée du facteur Maignan, un documentaire primé à de nombreuses reprises. Eh bien, il est reparti il y a quelques mois, mais cette fois pour faire le tour du globe à l'envers contre les vents et les courants dominants. Toujours avec le soutien sans faille de Nicole, sa compagne, eh bien, ce film raconte l'aventure d'un couple séparé par des milliers de kilomètres, mais relié par le partage d'une aventure qui ne s'écrit jamais à l'avance. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet extrait. L'objectif, c'est de faire un tour du monde sans escale, sans être aidé par personne. Pendant mon tour, pas d'escale, pas d'assistance. J'ai quand même hésité un bon bout de temps. Donc à 15h45, j'ai pris la décision de faire demi-tour. J'ai changé mes voiles
Mon bateau de guérison, j'ai changé le réglage des voiles et je suis en route sur la Trinité. Voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier. Je pleure comme un gosse. Il a cassé son jouet. Un magnifique documentaire à découvrir donc ce soir après le Soir 3. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission avec Catherine Boissard qui nous rejoint tout de suite. Catherine. Oui, bonjour. Quel bon vent vous emmène? Alors, je viens pour la chronique tendance. Forcément, qui revient régulièrement. Vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle? Non, mais je vais en parler. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire une chronique top. Eh bien non, ce sera une chronique moyenne. Voilà. Alors, la mode est au cliché. Désolée, la mode est également au cliché. Donc, heureusement que vous êtes là pour faire une balade sans les clichés, bien sûr sur la Bretagne. Mais ceci dit, il y a un grand retour dans la mode, en tout cas, du cliché breton. Puis notamment, voilà, on n'oublie pas de porter sa petite coiffe. Tenez, ça c'est pour vous. Merci pour gagner en hauteur. Voilà, ce soir. On peut la bricoler chez soi aussi, si vous voulez, avec une petite bouteille d'eau et puis les petits rideaux de mamie. Voilà, ça vous va bien? C'est parfait. Ça vous va? Regardez, super. c'est nickel. Voilà, on n'oublie pas non plus forcément le bonnet rouge. Quand on parle de Bretagne, on parle de bonnet et de bonnet rouge et forcément la casquette du capitaine. Voilà, ça me va. Oh, ça me va pas du tout. Alors, il vous manque un accessoire, le gilet jaune, je pense. Oui, c'est votre chute? Oh mince, désolée. C'est pas grave, mais c'est super, on va en parler bien sûr. Alors, on l'a vu quand même et c'est rassurant, même dans vos photos, il pleut quand même à Brest une fois de temps en temps et puis il y a quand même des gens en marinière, voilà, c'est un petit cliché. Voilà, en Bretagne, quoi qu'il arrive, tout le monde a sa petite marinière en dessous, c'est obligé, hein, voilà, ça c'est pour les Parisiens. Par contre, pour la galette saucisse, on fait attention. Quand on vient de Paris, qu'on a l'habitude de mettre la baguette sous le bras, eh bien ça ne fonctionne pas comme ça avec la galette saucisse, il faut la manger sur place, c'est plus pratique. Alors, des idées déco du jardin aussi, grâce à vous, vous nous avez montré des petites idées déco du jardin, le jardin en tendance RN12, avec une voiture au milieu, et puis pourquoi pas mettre un petit trampoline pour faciliter le parc. Par exemple, voilà, tout de suite on peut balancer les courses au milieu du jardin, elles rebondissent dans le séjour, on fait pareil, non, pas avec les enfants quand on est assistante maternelle, on va quand même les déposer directement devant la maison. Une autre tendance, vous nous l'avez montré, pimpe ton caddie, voilà, pour que votre caddie soit raccord avec votre CSP, bien sûr. Mettez-y du quadruple caddie, du quadruple, voilà, des essieux, ce que vous voulez, c'est important de pimper son caddie. Et puis on parlait de gilets, bien sûr, il y a les gilets jaunes, il y a les gilets verts, alors voilà, et il y a aussi les gilets roses pour les sexclus, voilà, mettez votre gilet rose aussi, et les gilets gris, pourquoi pas, si, voilà, vous voulez faire du vélo, ou le caillou vous procure une émotion esthétique, et ben peut-être pensez aux technologies, il est peut-être temps de penser nouvelles techno, réalité virtuelle, réalité augmentée, tout cela, bien sûr, et le gilet bleu canard pour la précarité décorative. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Gardez-le, ça vous va super bien. Voilà, je ne l'avais jamais porté, mais voilà, c'est fait. Merci, grâce à vous. On rappelle donc le livre de Benjamin Kels et de Gwenaëlle Saliou, J'ai rencontré la Bretagne aux éditions du Coin de la Rue. Merci d'avoir été avec nous. Dans le journal ce midi présenté par Valérie Chopin, il sera bien entendu question de la mobilisation des Gilets jaunes en Bretagne. Nous reviendrons également sur l'arrivée de Loïc Perron à Pointe-à-Pitre. Et puis nous découvrirons la rétrospective consacrée au dessinateur Emmanuel Lepage. C'est pas facile de parler avec une coiffe en fait, ça me sert un peu. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouvera demain 9h50 pour présenter l'œuvre de Camille Saint-Saëns. C'est le carnaval des animaux qui sera présenté au TNB à Rennes en décembre. Une œuvre revisitée à 4 mains avec Albin de la Simone à l'orchestration et Valérie Mbrégin pour les textes. Ils seront avec nous demain. Voilà, qu'est-ce que je vais dire forcément? Kenavo. À demain, merci à tous. Devant 9h50 le matin, avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun.